Bonjour et bienvenue à notre webinaire Femmes, Paix, Sécurité, comment l'appliquer au Canada. Je m'appelle Katrina Leclerc, je suis présidente du réseau Femmes, Paix, Sécurité au Canada et je vous appelle aujourd'hui du traité 1 dans le centre du Canada qui est au Manitoba. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir à notre webinaire au nom du réseau Femmes, Paix, Sécurité de la société civile et de notre partenaire, notre co-conspirateur de réseau de recherche Femmes, Paix, Sécurité. Cette collaboration entre nos deux réseaux est une des premières, en fait, pour démontrer qu'est-ce que les Canadiennes et les Canadiens font dans la mise en œuvre, mais aussi dans la recherche, dans la pratique et dans le plaidoyer pour faire avancer le programme onusien de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Hier, nous avons eu un webinaire également sur cette même thématique en anglais. Donc aujourd'hui, nous allons nous dérouler nous allons avoir ce webinaire en français, se dérouler en français entièrement dans la francophonie canadienne, mais aussi la francophonie internationale. On vous invite et on vous accueille. But if you are hoping to have this intervention or this webinar and tuning in English, please note that the webinar in English on this same theme occurred yesterday on March 24th and is available on our website. Donc, sans plus tarder, nous allons sous-titrer la séance d'aujourd'hui pour nos collègues qui préfèrent lire les interventions en même temps et nous enregistrons afin de pouvoir rendre disponible notre conversation à un plus grand public sur le site de notre réseau Femmes, Paix, Sécurité. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette séance au nom de nos deux réseaux. Et pour débuter, j'aimerais présenter notre première intervenante qui va nous faire un mot d'ouverture. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir Emma Donin, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal, où elle mène des recherches sur le genre, la militarisation et les armes algorithmiques en s'appuyant sur une solide expérience de mobilisation des connaissances auprès de publics gouvernementaux et non académiques. Donc, merci Emma d'être avec nous et à toi la parole. Merci beaucoup, Katrina. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci au réseau de recherche, puis au réseau Femmes, Paix, Sécurité de la société civile. Merci, Katrina. Merci, Monique. Merci, Rebecca, pour l'invitation et pour l'organisation. Je suis très heureuse d'ouvrir la séance aujourd'hui, notamment parce que j'ai eu la chance d'être la coordinatrice de recherche pour le réseau de recherche Femmes, Paix et Sécurité, il y a maintenant plus de 2 ans avant de commencer mon doctorat, au moment où le réseau était encore à l'université McGill. Et j'ai eu donc l'opportunité de dialoguer et avec le monde de la recherche et la société civile et le gouvernement canadien, donc autant à Affaires mondiales Canada qu'au département de la Défense. Et je suis vraiment d'autant plus heureuse de voir qu'il y a une collaboration d'autant plus prononcée aujourd'hui entre le réseau de la société civile et les réseaux de recherche, parce que je suis convaincue de la nécessité de ce type de partenariat, notamment parce que la société civile a été un des leaders euh, dans l'avènement du programme Femmes, Paix et Sécurité au Canada et ailleurs, puis dans l'avènement aussi de la promotion des droits des femmes d'un point de vue international, que ce soit à l'ONU, puis d'un point de vue beaucoup plus local. Euh, J'aimerais notamment souligner le leadership du réseau de la société civile, notamment dans son implication avec la rédaction et la préparation des plans d'action nationaux au Canada. En tant que chercheuse, puis aussi en tant que personne vraiment impliquée dans cette sphère-là, je suis toujours ravie de pouvoir lire leur rapport et de voir qu'il y a une collaboration accrue qui est toujours en place avec le gouvernement du Canada, puis qui, j'espère, va pouvoir se poursuivre. Similairement, le réseau de recherche FMP et sécurité, déjà lorsqu'il était à McGill et maintenant à Queen's University, a permis de faire des événements et des collaborations vraiment impressionnantes, de soutenir la recherche auprès de jeunes étudiantes, mais également des chercheuses de la relève, également des chercheuses dans le Sud global. Donc, je souhaite vraiment souligner le rôle que ces deux organisations ont au Canada, mais également ailleurs, dans la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. J'insistais un peu plus tôt sur la nécessité de poursuivre cette collaboration, notamment parce que on est dans un contexte plutôt difficile en ce moment, que ce soit au Canada, mais aussi au Sud, aux États-Unis, par rapport à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il y a
encore quelques jours, les États-Unis se sont montrés très réticents à l'idée de la notion de genre à l'ONU. Et je pense que c'est d'autant plus de raisons de continuer ce type de partenariat et de collaboration de façon beaucoup plus soutenue pour montrer un front uni. Notamment, on fait face à une recrudescence de la violence genrée et sexuelle. Euh, je parlais tantôt déjà du backlash par rapport au genre, à la notion simple de genre qui est autant mobilisée dans la recherche que aussi dans les milieux activistes et beaucoup de désinformations qui circulent à ce sujet. Euh, on fait face à de nombreux conflits avec je veux dire, je pense à l'Ukraine, je pense à Gaza, je pense actuellement à l'Iran, à Gaza, je pense au Soudan, où on voit d'autant plus la nécessité d'incorporer une dimension de genre dans la résolution du conflit. Je pense aux médiatrices pour les processus de paix qui ont été plutôt exclues, on peut le dire, des négociations de paix les plus récentes. Et la nécessité, finalement, en temps de crise, de se rapprocher et de continuer les collaborations. Du point de vue de la recherche, on fait face aussi à une recrudescence d'anti-intellectualisme. Et pour moi, il est d'autant plus nécessaire de faire valoir la recherche dans le milieu académique, puis de bridge the gap, comme on dit en anglais, entre des audiences plus académiques, puis des audiences peut-être nécessairement familière avec un langage parfois qui peut être un peu plus difficile, un peu plus expert, qui peut être un peu inapprochable. Et je sais qu'en tant que coordinatrice, c'était vraiment un travail qu'on faisait, c'était de vulgariser le plus possible la recherche. Puis ça, on a pu le faire aussi avec le soutien de la société civile. Et puis finalement, autant dans la recherche que pour les organisations de la société civile, il y a une baisse considérable de fonds gouvernementaux dédiés aux droits des femmes, puis de façon plus générale euh, aux droits humains. Et je pense que c'est une des problématiques qui était déjà présente par le passé, mais qu'il est temps d'adresser du point de vue du Canada, mais aussi entre diverses collaborations avec différents pays et différentes régions du monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment hâte d'écouter le panel. Et puis, j'aimerais terminer avec une note d'espoir. Et pour moi, c'est simplement le simple fait qu'on puisse avoir ce type de discussion en collaboration aujourd'hui. Pour moi, ça montre que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est là pour rester et nos collaborations également. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup, Emma. Merci aussi pour ce dernier propos qui nous apporte aussi plus dans l'aspect positif de ce qui nous apporte, qu'est-ce que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en fait nous apporte. On parle souvent, surtout récemment, des lacunes où est-ce qu'on n'a pas été capable d'accomplir X, Y ou certains objectifs que nous avons eus, qui ont été fixés, surtout depuis l'année 2000. Mais il faut aussi parfois s'asseoir et garder en tête qu'on a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a quand même eu beaucoup de changements au niveau du terrain, au niveau de la société civile. Nous, on le voit, malgré qu'on continue et on ne lâche pas prise et qu'on n'est pas satisfait par le recul qu'on maintenant on est en train de voir et témoigner malheureusement. Donc, pour continuer, collègues, nous allons avoir une petite présentation par moi-même de ce que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. On est reconnaissante que vous soyez avec nous, un cher public, parce qu'on sait que justement, certains et certaines d'entre vous qui sont dans l'audience sont peut-être moins familiers avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles on a choisi cette collaboration de webinaire afin de pouvoir partager un peu plus l'histoire qui est venue, qui a mené à la création de cet agenda. Et ensuite, avec le panel qui suivra, contextualiser davantage comment est-ce que nous, au niveau soit société civile ou soit au niveau de la recherche, on contextualise davantage et on travaille dans cet agenda, comment on l'utilise comme cadre théorique, mais aussi comme cadre normatif et moral et éthique pour le travail que nous entamons. Donc, Monique, si on peut commencer avec la présentation, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, avant de vraiment se pencher dans le vif de la question, qu'est-ce que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, il faut penser un peu à l'histoire qui vient avant. Évidemment, les choses ne sortent pas de nulle part, ils n'apparaissent pas dans le vide. Et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité non plus. En fait, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité vient d'une histoire de revendication, de collaboration, de stratégie féministe au cours de l'histoire onusienne. Et je veux vraiment mettre l'accent en ce moment sur la 4e conférence mondiale sur les droits des femmes.
Donc, la quatrième conférence mondiale qui était en Chine, à Beijing, à Pékin, en 1995, fut un moment catalyseur, un moment opportun pour que la société civile, les académiciennes et celles qui plaidoyaient pour le droit des femmes puissent se recueillir dans les milles et des milles de ces femmes qui se sont déplacées en Chine en 1995 pour justement assister et collaborer et coordonner un plaidoyer féministe pour que les États membres qui étaient présents, évidemment, les États membres, donc les gouvernements des Nations Unies qui étaient présents, puissent développer un document et se mettre d'accord essentiellement sur un langage d'engagement et faire en sorte que justement, qu'est-ce qui ressortirait de cette conférence ne serait pas que des jolis mots sur du papier. Et c'est là où est-ce qu'on a vu la déclaration et le programme d'action de Pékin. Euh, c'est aussi le moment, et on dit catalyseur, parce que c'est le moment où est-ce que la société civile a commencé, avec certains alliés au niveau du monde académique, à se pencher sur la question de comment est-ce qu'on pourrait influencer les institutions en tant que telles onusiennes. Donc, on avait déjà la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes à l'époque, qui a été élaborée en 1969. On avait la Commission de la condition de la femme qui se recueille annuellement aux Nations Unies depuis les débuts de la création de l'institution de gouvernance mondiale des Nations Unies, mais on n'avait pas une plateforme spécifique ou une reconnaissance spécifique des réalités des femmes qui vivaient des injustices et aussi qui vivaient une différente perspective de la réalité des conflits. Et donc, c'est là où est-ce on s'est penché sur la question du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à l'époque, le Conseil de sécurité des Nations Unies regardait les thématiques de maintien de la paix, évidemment. C'est le mandat de ce Conseil de sécurité. Et encore aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, c'est encore le mandat du Conseil de sécurité de maintenir la paix et la sécurité. Monique, si on pourrait changer la diapo. Merci. Et donc, si on se dit que la thématique du Conseil de sécurité est de maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est le but ultime de cet organe, un de ces 6 organes des Nations Unies, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on actualise ce mandat. Donc, les membres du Conseil de sécurité ont 2 façons primaires de pouvoir actualiser leur mandat ou de mettre en pratique leur mandat de maintenir la paix et la sécurité. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas en train, en fait, dans cette présentation, je ne questionne pas s'ils sont en train de faire ceci de façon efficace. Je vous explique tout simplement le processus dans lequel ces résolutions ou ces décisions sont prises. C'est vraiment le panel tout à l'heure qui va nous parler de l'efficacité, disons, de ces décisions. Et je suis certaine que mes collègues auront des commentaires à faire à cet égard. Mais si on vraiment se penche sur la question des décisions et des actions qui peuvent être prises par le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité fait ceci avec 2 sortes de résolutions. Des décisions, on appelle ça des résolutions. Il y a des résolutions qui sont plutôt par rapport à résoudre des conflits géographiques ou qui sont temporelles. Donc, par exemple, la crise en Syrie. On déploie, par exemple, une mission où on envoie pendant X années une mission de paix dans un pays pour essayer d'apporter une stabilité dans le pays ou pour répondre à une crise émergente. Donc, vraiment des résolutions qui ont des raisons géographiques ou temporelles. Mais l'autre sorte de résolution, disons, le type de résolution, c'est où est-ce qu'on voit les résolutions thématiques. Donc, c'est un thème qui est transfrontalier, qui n'est pas temporel, qui vise pas un conflit spécifique ou une géographie spécifique ou une région spécifique. Vraiment, c'est une thématique transversale. Et c'est là où est-ce qu'on trouve l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Parce qu'il y a plusieurs résolutions qui sont développées, négociées et ensuite adoptées au Conseil de sécurité qui ont une thématique similaire et qui s'ajoutent à ce qu'on appelle le programme ou l'agenda de cette thématique. Donc, entre autres, la thématique Femmes, Paix et Sécurité qui est venue à cause de la mobilisation de ces mille et mille de femmes, ces milliers de femmes qui étaient à Pékin en 1995 et que depuis 1995 et même avant, mobilisent et ont mobilisé stratégiquement les membres du Conseil de sécurité pour développer une résolution qui touchait la question des perspectives et des réalités des femmes face aux conflits armés et non armés, mais aussi le rôle positif
et d'agentivité qu'on pourrait donner à la femme dans une perspective de réponse et de prévention de conflits. Et donc, il faut garder en tête que l'histoire Femmes, Paix, Sécurité, même avant l'adoption de la résolution initiale, la numéro 1325, la 1325e résolution, vient vraiment de ces femmes qui ont été principalement affectées par des conflits violents, qui, elles, vivaient et ont travaillé pour reconstruire leur communauté et qui ont été affectées, principalement des femmes du Sud global, par ces violences qui étaient injustes, mais aussi vécues d'une différente dynamique en vertu de leur origine de genre. Donc, si on regarde l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui a été adopté au mois d'octobre, le 31 octobre 2000, sous la présidence de la Namibie, il y a 4 piliers, les piliers qui ont été élaborés comme étant les priorités de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la façon dont on conceptualise cet agenda thématique. Le premier pilier est celui de la participation. Ensuite, le pilier de la prévention, le pilier de la protection et le pilier du secours et relèvement. Ce qui est important à savoir dans ces piliers, c'est qu'il y a de différents aspects, mais qui sont touchés et qui touchent les conflits, mais on revient toujours à la question de base de comment est-ce que les conflits, que ce soit des conflits armés ou non, affectent les femmes, mais aussi comment est-ce que les femmes contribuent, soit au niveau de la résolution de ces conflits ou au niveau de rebâtir des communautés. Je ne vais pas vous en dire trop parce que justement, notre panel va vous en dire en plus de détails dans la façon dont il contextualise ces 4 piliers et l'agenda Femmes, Paix, Sécurité et le cadre normatif qu'est cet agenda avec les 11 résolutions que vous voyez à l'écran qui sont les 11 résolutions qui font ce programme Femmes, Paix, Sécurité au niveau des Nations Unies qui sont tous des résolutions votées et adoptées par le Conseil de sécurité. Maintenant, si on passe à la prochaine diapositive, Monique, s'il te plaît, on doit regarder avant qu'on passe à la question de politique publique, il faut qu'on parle de justement ces plans d'action nationaux. Donc, quand on a eu l'adoption de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité dans ses débuts, dans les premières années, il y a eu évidemment des célébrations de la communauté féministe à travers le monde où est-ce que finalement le Conseil de sécurité reconnaissait que la femme avait un rôle à jouer dans la prévention des conflits, mais aussi dans la reconstruction des communautés, et que ces perspectives genrées étaient distinctes de celles de d'autres communautés. Mais là, la question était comment est-ce qu'on met ces cadres internationaux en pratique? Et le secrétaire général des Nations Unies a décidé de recommander aux États membres, donc les gouvernements, de développer des plans d'action nationaux. Donc, de contextualiser les résolutions internationales au contexte national et de développer des politiques publiques nationales. C'est là qu'on a vu l'émergence des plans d'action nationaux. Dans plusieurs pays, maintenant 115 pays ont des plans d'action nationaux Femmes, Paix, Sécurité, où est-ce qu'ils contextualisent et démontrent leurs différents engagements envers l'agenda Femmes, Paix, Sécurité au niveau national. Donc, nous, au Canada, on a eu 3 plans d'action nationaux qui ont été à des différents niveaux développés avec la société civile et la communauté académicienne, mais le plan d'action national, peu importe, reste un document du gouvernement. Et donc, si on passe à la prochaine diapositive, Monique, s'il te plaît, il faut regarder aussi l'évolution de nos 3 plans d'action nationaux. Ici, je vous montre sur l'écran quelques points qui sont ressortis d'une analyse que le réseau Femmes, Paix, Sécurité de la société civile a effectué l'an dernier, et en fait, il y a 2 ans, lorsque le plan d'action national de la 3e génération a été adopté. Mais il faut garder en tête que le premier plan d'action national est venu sous un gouvernement très conservateur, celui de Stephen Harper, et qui a été élaboré en 2011, adopté en 2011 pour une période de 5 ans et demi. Et puis, ce premier plan d'action national cherchait à ajouter plus de femmes dans les processus des forces armées et policières au Canada. Donc, il regardait principalement la question femmes, paix, sécurité d'une perspective traditionnelle de sécurité. Donc, la question d'avoir plus de femmes dans les missions de paix, par exemple, plus de femmes dans les forces armées, plus de femmes dans les positions importantes dans le monde de la défense, etc. Ensuite, lorsque notre communauté a commencé à fleurir un peu plus davantage au niveau femmes, paix, sécurité, soit société civile et académicienne, on a commencé à pouvoir faire des mobilisations plus accrues et plus coordonnées. Et c'est là où est-ce qu'on a vu le 2e plan d'action nationale qui a eu beaucoup plus de consultations avec la société civile et avec les chercheuses et chercheurs. Donc, le 2e plan d'action nationale, qui est venu dans les premières années d'un gouvernement libéral Trudeau, en 2017,
nous a apporté une plus grande panoplie d'enjeux et aussi, très modestement, j'avoue, une perspective plus interne de qu'est-ce qu'est la responsabilité d'un gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes et Sécurité. Donc, par exemple, comment est-ce que la crise des femmes autochtones portées disparues et assassinées est un enjeu Femmes, Paix et Sécurité domestique, interne à notre propre pays et quelle est la responsabilité de notre gouvernement à mettre en vigueur et mettre en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, pas seulement au niveau militaire ou au niveau international dans l'aide féministe internationale, par exemple, mais aussi au niveau domestique et au niveau de notre sécurité publique pour des différentes parties de notre société. Et maintenant, avec notre troisième plan d'action national qui a été développé pendant plusieurs années, en fait, ça a pris longtemps, mais qui a été adopté et mis en vigueur à partir de 2023 jusqu'en 2029. Le troisième plan d'action national, maintenant, met un gros emphase sur la question de la diversité. On va voir dans notre panel dans un instant les opinions peut-être de nos panélistes par rapport à la validité et la mise en œuvre de ce plan, de ce troisième plan. Mais ce qui ressort spécifiquement aussi, c'est non seulement la diversité et la reconnaissance de différents enjeux, par exemple avec les liens avec la cybersécurité ou avec d'autres agendas thématiques comme les jeunes, la jeunesse, la paix, la sécurité, etc. Mais c'est aussi le fait que il y a d'autant plus de différents départements gouvernementaux qui ont signé le plan d'action national avec Affaires mondiales Canada et qui ont eux-mêmes développé des plans d'action départementaux pour démontrer comment ils allaient contextualiser le plan d'action dans leur mandat spécifique à leur ministère. Et ça, on est un des seuls pays dans lequel cette approche de contextualisation de politique publique a été faite de cette façon. Et on est encore en train de voir si ça a été efficace ou si c'est efficace, mais c'est quand même un aspect pour essayer de contextualiser davantage l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au niveau des politiques publiques. Bon, vous m'avez entendu pendant assez de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter mes panélistes, mes chers panélistes à allumer leur vidéo et à se joindre à moi pour cette prochaine section de notre conversation ici aujourd'hui. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir 4 femmes distinguées au niveau Femmes, Paix et Sécurité qui travaillent d'arrache-pied, soit au niveau de recherche, soit au niveau de la pratique et même au niveau du plaidoyer politique. Donc, j'ai Emma Liman qui est avec moi, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal, où elle analyse le rôle du féminisme dans la politique étrangère canadienne et dans un contexte de recomposition de l'ordre libéral international. Merci beaucoup, Emma, d'être avec nous. J'ai aussi Danielle Camtier, qui est nouvellement membre du comité de direction de notre réseau Femmes et Sécurité de la société civile. Danielle est une professionnelle du développement international spécialisée dans la gouvernance mondiale de la jeunesse, œuvrant à l'intersection de la justice climatique, de l'égalité du genre et de l'inclusion des jeunes. Donc, Danielle, je suis heureuse que tu sois aussi avec nous. J'ai la nouvellement docteur, peut-être qu'on ne peut pas dire que c'est si nouveau, ça, je pense que ça fait quasiment un an. Donc, nouvellement docteur Bénédicte Santoire, aussi membre du réseau de la société civile et réseau de recherche, qui est chercheuse et consultante indépendante spécialisée dans le genre et la consolidation de la paix, avec une expertise approfondie issue de travaux de terrain en Europe de l'Est et dans le Caucase. Merci Bénédicte d'être avec nous. Et la dernière, et certainement non la moindre, j'ai Shane Wong qui est avec nous, aussi nouvelle membre du comité de direction de notre réseau de la société civile. Shane est doctorante en études sur la paix et les conflits à l'Université du Manitoba, à quelques kilomètres d'où je suis située. Et elle fait des recherches portant sur les intersections entre le genre, les migrations forcées et les programmes Femmes, Paix, Sécurité et Jeunesse, Paix, Sécurité, ainsi que sur l'inclusion des jeunes dans les processus décisionnels formels. Donc, avant de vraiment plonger dans les questions, comme je l'ai dit, je vais commencer avec une question. Ensuite, vous allez pouvoir chacune d'entre vous y répondre. Ensuite, on passera aux prochaines questions. J'encourage ceux et celles qui sont avec nous dans le public. Si vous avez des commentaires, des questions que vous aimeriez poser pour le panel, s'il vous plaît, utilisez le clavardage ou la fonction Q&A. Il nous fera plaisir d'intégrer vos questions et vos réflexions aussi dans les discussions avec nos panélistes. Donc, sans plus tarder, mesdames, ma première question est la suivante. Comment est-ce que le programme Femmes, Paix et Sécurité se connecte-t-il à votre travail professionnel, vos recherches peut-être ou votre engagement?
par quel point d'entrée avez-vous commencé à travailler sur ce programme? Comment est-ce que vous en êtes rendu là? Et comment est-ce que vous voyez cette influence sur les enjeux de paix et de sécurité aujourd'hui? Donc, je pense que je vais commencer avec Bénédicte. Ensuite, je vais passer la parole à Daniel et on continuera comme ça. Merci Katrina pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, intéressante question. Moi, c'est sûr que mon point d'entrée dans tout ce qui est agenda femmes, paix et sécurité, c'est à travers la recherche. Moi, mes travaux de recherche, de manière générale, se situent dans les approches féministes en relations internationales, plus particulièrement dans les études féministes de la sécurité. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions des normes, des politiques étrangères féministes, puis tout ce qui est militarisme et antimilitarisme. Euh, Souvent, on pose cette question-là, comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais. Je dirais que c'est vraiment un coup de cœur professionnel que j'ai eu sur les questions de genre, paix et sécurité quand j'étais à la maîtrise. Donc, quand je suis tombée sur cette littérature-là, j'ai décidé de faire un mémoire de recherche là-dessus. Puis ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a déjà plus qu'un an, Katrina, euh, portait sur donc la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans 4 pays de l'espace post-soviétique. Donc, comment les actrices qui travaillent autour de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans 4 pays en conflit, donc l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, puis l'Arménie, comment elles comprennent ces normes-là autour de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, comment elles s'organisent autour de ça, comment elles naviguent à travers la mise en œuvre de leur plan d'action nationale dans ces pays-là. Puis, de manière plus générale aussi, j'examine toute la mouvance autour de l'agenda Femmes et Sécurité comme un vaste cadre normatif en relations internationales, puis sa vulnérabilité aussi dans les dernières années à être instrumentalisée. Donc, l'instrumentalisation plus géopolitique, toutes les backlash autour de l'agenda Femmes et Sécurité, puis la militarisation aussi dans la mise en œuvre de cet agenda-là. Sinon, dans ma pratique professionnelle, j'ai beaucoup travaillé sur le désarmement, plus spécifiquement dans le déminage humanitaire. Donc, dans ce domaine-là, évidemment, il y a énormément de liens à faire avec l'agenda santé et sécurité, plus particulièrement, en fait, dans tous les piliers de l'agenda là, que tu as présenté aujourd'hui, mais plus en termes de participation et protection. Puis, Relief and Recovery, désolée, ça m'échappe en français, recours et rétablissement. Secours et Euh, relèvement. Recours et relèvement, je dis jamais ça en français. Mais c'est ça, j'ai remarqué aussi ces 2 domaines qui convergent tellement, mais qui dialoguent pas assez souvent. Donc, ça, dans mon travail, j'essaie de faire ça. Après, même si mon point d'entrée a été la recherche, c'est la dimension plus politique, plus policy qui m'a interpellée. Puis quand j'ai commencé à faire de la consultance, puis aussi à m'impliquer dans le réseau, justement, il y a plusieurs années déjà, j'ai remarqué un écart profond entre la pratique, le plaidoyer politique, puis la recherche académique. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe dans mon travail puis que je pense vraiment souvent, là, comme le manque de dialogue puis de transfert de connaissances entre ces sphères-là. Donc, c'est sûr que je suis plus dans la pratique depuis la fin de mon doctorat, mais je garde quand même un pied dans l'académie. Puis, j'essaie toujours de faire ce pont-là, justement, ce transfert de connaissances-là entre ces différentes sphères. Donc, bref, pour moi, l'agenda Femmes et Sécurité, c'est plein de choses. C'est comme ma boussole, c'est mon cadre d'analyse en tout temps. Merci beaucoup, Béné. Et j'en reviens pas que ça fait déjà plus qu'un an. Daniel, à toi, s'il te plaît, comment est-ce que le programme Femmes et Sécurité se connecte à ton travail? Merci. OK. Merci, Katrina. Salut tout le monde. Euh, donc, mon point d'entrée dans le programme Femmes, Paix et Sécurité, je dirais, n'a pas toujours été théorique. Ça n'a pas du tout été théorique. C'était
plus sur le terrain. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à poursuivre un master en gestion de l'action humanitaire et du développement international à l'Université Laval. Euh, Tantôt dans ta présentation, Katrina, tu parlais de la résolution 1325, qui est en quelque sorte le premier texte historique reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix et la sécurité. Donc, avant de comprendre cette résolution-là, je travaillais déjà avec des communautés, surtout en Afrique subsaharienne, d'où je suis originaire, et où les femmes et les jeunes aussi, en particulier, portaient simultanément le poids des conflits, de l'insécurité climatique et de l'exclusion dans le processus décisionnel. Donc, c'est tout ça qui m'a conduite à comprendre et à m'informer sur le programme Femmes, Paix et Sécurité, qui est interconnecté. Et qui m'a aussi amené à travailler avec Kairos Canada, où je coordonne des programmes dans cette thématique-là. Donc aujourd'hui, le programme Femmes, Paix et Sécurité fait partie de mon travail avec Kairos et je coordonne les partenariats pour l'Afrique. Et je coordonne notamment le Women Peace Builders, Addressing the Nexus of Climate Conflict and Gender, donc les femmes bâtisseuses de paix au carrefour du conflit du genre et du climat. Et c'est un programme qui est mis en œuvre en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Et à travers le programme, en fait, on rejoint plus de 36 000 femmes à travers plusieurs soins psychosociaux, de l'aide juridique, la formation au plaidoyer et à l'action, dans le but de construire des sociétés plus inclusives. Donc, on travaille avec ces femmes et cela m'a appris en fait que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ne peut pas être mis en œuvre de façon fragmentée parce que c'est comme un agenda qui réunit plusieurs choses ensemble et qui ont des enjeux bien réels dans la vie des femmes que nous accompagnons et qui sont victimes de ces enjeux-là. Même si souvent les cadres constitutionnels, le gouvernement continue de les financer, il y a quand même souvent des analyses qui se font en silo, le travail qui se fait en silo, like silo, séparé, comme on arrive souvent à séparer ces différentes thématiques, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, c'est cette relation-là entre le programme Femmes, Paix et Sécurité, et le fait que et ce que les communautés vivent réellement sur le plan local qui continue d'orienter mon engagement, que ce soit dans les programmes sur le terrain, dans les espaces de plaidoyer fédéral, comme ici avec la semaine du développement international par exemple, ou alors le lobbying avec le gouvernement. Au sein même du réseau Femmes, Paix et Sécurité, ici, notre beau réseau au Canada, en tant que membre du comité exécutif. Donc, ce n'est pas un cadre politique seulement, c'est une boussole, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui est réel. Et c'est un peu ça qui guide mon travail dans ce domaine-là. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Emma, je te vois hocher la tête. Peut-être que je peux passer à toi la parole. Comment est-ce que le travail que tu effectues se lie directement à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité? Oui, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Euh, je regarde ce programme un peu plus de l'extérieur, dans le sens où ma thèse porte sur l'ensemble des politiques féministes ou sensibles aux féministes qui sont portées par le Canada. Et ce que j'essaie de regarder un peu, c'est la décennie, je pense qu'on en est sorti malheureusement, mais bon, peut-être à nuancer, mais la décennie féministe dans laquelle on se trouve entre 2015 et 2025, j'essaie de comprendre un peu la portée du phénomène, comprendre comment est-ce que ces idées sont arrivées, pourquoi elles ont autant explosé à ce moment-là, mais surtout pourquoi est-ce qu'elles se sont institutionnalisées de façon aussi différente à travers les différentes branches de la pratique de la politique étrangère canadienne. Donc, je fais plus une comparaison entre les domaines d'aide et du développement, du commerce international et de la paix et de la sécurité. Et c'est là que je regarde tout ce qui est lié à cet agenda-là, mais disons que je le regarde plus dans une perspective institutionnelle. En revanche, évidemment, je suis tout à fait une fan des théories féministes. Puis j'avoue que, je pense comme beaucoup d'étudiants et étudiantes au doctorat, j'ai pas commencé ma thèse sur ce sujet, mais c'est le fait de me trouver à l'Université de Montréal avec des personnes qui sont des forces, qui sont des grandes puissances en termes de pensée féministe,
c'est le fait de me trouver dans cet espace-là. Je pense à ma directrice, évidemment, Marie-Joëlle Zahar, mais aussi Laurence Deschamps-Laporte, avec qui j'ai la chance de travailler, qui m'ont poussée à regarder ces sujets-là. Parce que, mais je pense que le milieu de recherche, le milieu académique féministe canadien est unique en ce sens-là. C'est un espace vraiment dans lequel j'apprécie énormément évoluer, travailler, apprendre. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai voulu travailler sur la politique étrangère féministe canadienne. Comment ça a influencé ma façon de penser à la sécurité? Plus je regarde ce que le Canada a fait, évidemment, on connaît toutes les critiques de ces programmes-là, puis je pense qu'on pourra rentrer dans le détail là-dessus, mais plus je regarde un peu ce qu'ont réussi à accomplir les activistes dans le domaine de la paix et de la sécurité, plus je suis en admiration. Parce que je pense que quand on prend, je pensais à ça plus tôt, quand on pense à l'État en sciences politiques, puis à ce qu'est un État, quand on regarde un peu plus les théories féministes du développement de l'État moderne, occidental, on sait qu'il s'agit d'une structure profondément violente, qui exclut du monde, qui a longtemps exclu les femmes de l'espace politique, les personnes racisées, les personnes autochtones. Et à cet égard-là, le rôle d'une résolution comme la résolution 1325, le rôle des communautés qui existent autour de cette résolution est, je pense, exceptionnel. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de reconnaître un peu l'exception que constituent ces politiques-là. Puis je lisais un texte de Carol Cohn en ce moment, ce matin, qui avait été écrit en 2004, puis elle utilisait ce mot-là aussi, d'exception. Puis quand on compare avec d'autres espaces en politique étrangère, je pense notamment à celui du commerce international, les avancées qui ont pu être faites dans le domaine de la sécurité, je pense, sont, ouais, encore une fois, j'utilise le mot exceptionnel, puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces programmes-là et on a beaucoup à diffuser. Il y a beaucoup d'idées à diffuser dans ces pratiques-là. Donc, ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Emma, pour ce partage et ces réflexions. Shane, je t'invite à prendre la parole. Comment est-ce que le programme Femmes, Paix et Sécurité se connecte à ton travail? Merci, Katrina. Et ces questions, ça vraiment m'a forcé à faire des réflexions sur la dernière décennie de ma vie. Et j'ai commencé et mon introduction, mon point d'entrée avec cet agenda, c'était vraiment par hasard. C'était un accident. Et c'est parce que à ce temps, j'ai commencé à travailler dans les liés à l'égalité du genre et j'ai aussi commencé à m'intéresser aux migrations forcées. Et j'ai vu tellement d'intersections avec l'agenda FPS. Puis maintenant, je suis une chercheuse, puis une praticienne, et jamais je peux séparer les deux. L'un influence toujours les autres. Et maintenant, je travaille avec le genre migration forcée, puis les deux agendas, paix et sécurité, donc l'FPS, puis la jeunesse paix et sécurité au Canada et au Asie du Sud-Est. Mais c'est tellement intéressant de travailler dans deux contextes tellement différents. Euh, donc, parce que je travaille dans deux différentes réalités, comment on comprend les agendas sont différents. Donc, pour moi, quand j'ai commencé mes recherches et aussi mon travail sur ce terrain, j'ai j'ai fait face à une question qui est très importante et qui est vraiment au cœur de mon travail aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a eu un contexte et un environnement qui n'a pas d'intérêt ou capacité politique de, d'avoir une implémentation de ces agendas. Et ça, c'est une réalité parce que surtout mon travail en Asie du Sud-Est, ça arrive dans la Birmanie. Et si on pense en Birmanie, c'est un conflit actif, c'est aussi un génocide actif. Et on n'a pas de possibilité de comprendre l'agenda comme on comprend ici au Canada, mais aussi dans les autres contextes autour du monde. Donc, c'est vraiment un environnement spécial Mais j'ai aussi, durant mon travail,
j'ai trouvé ce sujet de localisation tellement important parce que c'est tellement important quand je pense au Birmanie. Parce que quand on pense en localisation, c'est comment est-ce qu'on prend un agenda global comme FPS, comme GPS, et on l'a mis dans un contexte qui... Je m'excuse, j'ai un peu un faux mot aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut l'adapter et localiser dans un certain contexte spécifique. Et j'observe tout cela tout particulièrement dans le cadre de ma recherche doctorale où j'étudie comment les femmes Rohingyas constituent la paix et la résilience au sein de leur communauté et s'en remettre en question les idées traditionnelles de paix et sécurité par l'introduction de méthodes et de ressources disponibles et adaptées à leur réalité de vie. Donc, c'était tellement intéressant pour moi à penser comment j'ai commencé avec cet agenda parce que, encore, c'était vraiment un accident, mais c'est devenu durant la dernière décennie, c'est vraiment au cœur de qu'est-ce que je fais comme une chercheuse et aussi comme une praticienne. Merci beaucoup, Shane. Souvent, on dirait que on décrit l'agenda Femmes, Paix et Sécurité comme quelque chose, comme un grand bain où est-ce qu'on tombe dedans et on peut pas s'en ressortir, mais en même temps, on se noie de cette perspective de façon heureuse. Euh, bon, la deuxième question, et je vais vous demander de garder vos réponses à peu près 3 minutes pour respecter le temps et pour que chacune d'entre vous puissiez nous partager vos perspectives. C'est selon vous, comment est-ce que le Canada fait pour progresser le programme Femmes, Paix et Sécurité au niveau de la pratique? Où observez-vous des avancées importantes ou à l'inverse? Quels sont certains principaux défis ou lacunes que vous avez observés dans la mise en œuvre du programme du Canada? Et vraiment que ce soit au niveau de la politique publique ou des politiques publiques, de la recherche ou de l'action de la société civile, comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces besoins? Donc, peut-être que je vais commencer avec Daniel. Ensuite, je vais passer la parole à Emma. Ensuite, Shane et on va finir avec Benny. Daniel, à toi. Merci, Katrina. Euh, Très bonne question. Moi, je dirais que le Canada a déjà d'abord construit une très bonne réputation en ce qui concerne le programme Femmes, Paix et Sécurité. Donc, on sait qu'on a l'aide internationale et l'action humanitaire, la politique d'aide internationale féministe aussi, les engagements à titre du plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, et le soutien d'ailleurs à des organisations telles que le réseau Femmes, Paix et Sécurité du Canada. Tout cela représente, je dirais, un investissement réel. D'ailleurs, même les projets qu'on a, dont je parlais au Soudan du Sud et au Congo, c'est supporté par le gouvernement du Canada. Donc, c'est déjà quelque chose qui est bien. Mais il faut avouer qu'il y a quand même des écarts persistants, que ce soit entre l'engagement politique et la mise en œuvre de façon concrète. Donc, je dirais qu'il y a deux lacunes. Je vais commencer avec la première, qui est le financement des organisations sur le terrain, dans les organisations de base dirigées par les femmes dans les pays affectés par par ces trois liens. Donc, c'est souvent difficile pour les gens dans ces contextes fragiles, les organisations qui font du travail sur le plan local, d'avoir accès à des budgets parce que les budgets sont plus restreints, le financement passe souvent par des intermédiaires institutionnels, ce qui dilue souvent les ressources et ce qui fait que les petites organisations n'arrivent pas à absorber cette différence-là. Donc, il faudrait vraiment qu'on revoie peut-être cela, le processus de financement. Et également, je dirais que on veut soutenir le Canada, on dit qu'on veut soutenir ce programme, mais il y a souvent des sorties qui sont un peu contradictoires. Par exemple, si je parle de la politique domestique et la politique étrangère. Donc, si je prends l'exemple de l'annonce qui a été faite au G20 en novembre 2025, selon laquelle le Canada ne se considère plus explicitement lié à une politique étrangère féministe, cela est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on veut faire. Donc ça serait aussi une autre lacune. Donc, ce que j'observe,
comme avancée réelle, c'est le réseau Femmes, Paix et Sécurité en lui-même et le réseau de recherche. Moi, je trouve que ce sont de très bonnes avancées. Ce sont des espaces structurés qui relient la recherche, la société civile et les politiques publiques. Donc, c'est précieux, c'est rare, mais c'est quelque chose qui est bien et qui existe bien, bien évidemment. Et aussi le fait qu'il y ait des organisations comme Kairos. J'ai assisté à des tables rondes avec Bénédicte où elle parlait aussi des résultats du programme FIAP. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est bien et c'est le type de pont dont on a besoin en ce moment entre le programme Femmes, Paix et Sécurité et aussi les réalités du genre comment est-ce qu'on peut les lier en fait pour transformer cet agenda-là. Donc, c'est pas mal ça de ma part. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Emma, en 3 minutes. Ouais, rapidement. Euh, mais je pense que la raison pour laquelle tout ce qui se passe autour de l'agenda 1325 est, je pense, exceptionnel, c'est parce que l'action s'est faite là où le pouvoir se situait, à savoir au Conseil de sécurité. Et je pense que cette stratégie-là a le mérite il faut qu'on la regarde, puis je pense qu'il faut continuer à la mettre en œuvre. Mais je ne sais pas si dans le contexte actuel, ça va être possible, dans la mesure où on parle beaucoup de financement féministe en ce moment. Le financement, c'est le cœur de toutes ces actions-là, mais on sait que le département Affaires mondiales est en coupe budgétaire. En fait, l'intégralité du gouvernement est en train de traverser des coupes budgétaires. Donc, dans le futur proche, on va faire avec moins. Mais je pense un des éléments qui distinguait vraiment le Canada sur ce plan-là, c'était évidemment le bureau de l'ambassadrice Jackie O'Neill. Le fait d'avoir des personnes dont la responsabilité, dont le métier est de penser à ces idées-là et de faire des liens entre les différentes communautés de pratique académiques, la société civile, mais aussi de parler à tous les départements. Tu en parlais plus tôt, Katrina. Ça, c'était unique et je ne pense pas qu'il y ait un autre État dans le monde qui ait eu un poste similaire. Puis, à ma connaissance, le mandat n'a pas été renouvelé. Donc ça, c'est bien dommage. Mais je pense que ce serait peut-être un des moyens de continuer à faire fonctionner ce programme-là, parce que sans force humaine, ça ne peut pas fonctionner. Merci, Emma. Et justement, sur la question de l'ambassadrice Femmes, Paix et Sécurité, si on a bien compris, le mandat n'est pas été complètement enlevé, mais il n'y a pas une nouvelle personne qui a été nommée. Donc, c'est un peu ambigu et c'est pas encore très concret. Nous, au niveau de la société civile, on a déjà envoyé 3 lettres signées par nos membres au Premier ministre et au ministre ou à la ministre des Affaires étrangères, et on continue de faire du plaidoyer pour essayer de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé et que ce mandat continue, ce beau mandat que nous aussi on est d'accord qui est fondamental. Shane, à ton tour. Merci. Je veux garder mes points courts. Donc, quelque chose qui est tellement intéressant de travailler dans l'Asie et le Pacifique, c'est qu'on supporte beaucoup les programmes là-bas. Donc, quand j'étais les Philippines pour une conférence, il y avait tellement de femmes. Ça, c'est un exemple du Banque Samoro on me parlait, qui était tellement hâte de me parler à propos de comment Canada c'est en train de supporter le processus de paix, mais aussi de supporter les femmes et l'égalité de genre dans la région. Et je pense le travail que Canada mène actuellement en Asie et dans le Pacifique, ça c'est seulement un exemple qu'on a, et revêt une importance capitale et l'intégration de cadres tels que FPS dans ses activités, ainsi que l'adoption d'une approche tenant compte des questions de genre, c'est des vrais succès pour le Canada quand on regarde aux régions et comment on supporte les régions. Mais parce que je travaille dans l'agenda JPS, donc Jeunesse et Sécurité, un des succès, c'est qu'avec le troisième PAN, on avait l'inclusion de l'agenda JPS, on avait l'inclusion des jeunes dans notre PAN, mais aussi dans les différents départements, on l'inclut dans le plan comme euh, mais on a aussi des lacunes avec certains plans de les départements. Par exemple, tous les départements des communautés autochtones, on n'a pas de mention de les jeunes. Donc, ça, c'est une lacune pour les jeunes femmes autochtones, mais aussi les jeunes LGBTQ+.
Et aussi, on voit dans le département de justice, on a aussi des lacunes. Donc, si c'est quelque chose pour qu'on surveille dans le futur, c'est comment on peut adresser ces lacunes dans nos départements. Mais mon dernier point que j'ai, c'est pas seulement quelque chose pour le Canada ou pour le gouvernement, c'est pour toutes les organisations, tous les États, pour tous les universitaires autour du monde. C'est la question que j'ai dit dans notre première partie, c'est comment est-ce qu'on peut avoir l'application de les agendas de paix et sécurité dans les contextes où on n'a pas d'intérêt politique, on n'a pas la capacité politique ou sociaux pour les adopter, mais aussi comment est-ce qu'on peut utiliser les agendas de paix et sécurité pour supporter les communautés qui sont en contexte de migration forcée. Absolument. Merci beaucoup, Shane, pour cet ajout et toujours une perspective euh, qui est souvent oubliée, franchement, dans les questions d'appropriation de politique publique, parce que justement, si on est en contexte de migration, on n'a pas toujours un gouvernement sur lequel on peut se fier ou est-ce qu'on peut non plus faire de nos mobilisations. Bénédicte, à toi la parole pour mettre fin à notre beau panel aujourd'hui. Oui, merci. Je pense que le cas canadien est intéressant, surtout en ce qui a trait au plan d'action national, puis leur orientation, entre autres. Comme on sait, comme vous le savez, la plupart des plans d'action nationaux dans le Nord global sont utilisés quasi exclusivement comme des outils extérieurs de politique étrangère. Puis il manque vraiment beaucoup de réflexivité nationale. Donc à ce niveau-là, je pense que le Canada s'est démarqué en faisant justement une auto-réflexion. Puis je pense que cette auto-réflexion-là a été rendue possible grâce au dialogue constant avec la société civile, facilité par le réseau justement, mais aussi par Jackie. Donc pour ça que son rôle était aussi important. Donc, comme Daniel l'a mentionné, je viens de terminer un mandat sur la FIAP, donc la politique d'aide internationale féministe du Canada. Donc, je réfléchis à toutes ces questions-là. Puis, bien que c'est deux choses différentes, mais liées, mes remarques quand même sont les mêmes que vis-à-vis de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. En fait, en termes de bons coups, je pense qu'il y en a plusieurs, puis je pense qu'il faut les souligner, notamment comment le Canada a été un porte-voix, je sais pas si ça se dit en français, un porte-voix pour les questions de genre, puis les questions femmes, paix et sécurité dans les espaces multilatéraux qu'on sait que dans les dernières années sont vraiment chauds, sont vraiment marqués par toutes sortes de backlash. Je pense que le Canada aussi a été vraiment leader dans tout ce qui est allocation des ressources pour les organisations de femmes, puis les organisations féministes sur le terrain, à travers, entre autres, le programme Voix et leadership des femmes, le Fonds égalité aussi, on parle de millions, là, donc c'est pas rien, il faut le souligner, puis le célébrer. Mais évidemment, on est féministe, donc par défaut, on est critique. Il y a tellement de lacunes aussi au niveau canadien. Je pense qu'il faut absolument mentionner le manque de cohérence. Pour moi, l'écart entre ce qui est parfois dit et fait sur le terrain. Donc, on le sait, on les a nommés, on les a critiqués. Le Canada aussi a été à l'écoute. Donc, encore une fois, il faut le souligner. Mais c'est ça, on l'a vu surtout dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup d'incohérences politiques, une mise en œuvre cloisonnée, des tensions aussi entre des programmes féministes, mais aussi d'autres domaines de la politique étrangère, particulièrement le commerce, la défense, la sécurité. Donc tout ça, ça l'a sérieusement misé, je pense, le potentiel transformateur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Puis le pont que je vous parlais tout à l'heure entre la pratique, la recherche, moi, ça m'a poussé à être plus pragmatique, je dirais, dans ma démarche professionnelle. Je pense que c'est hyper important, surtout en ce moment, parce qu'on fait face, comme on l'a mentionné, à des problèmes d'envergure. Un gouvernement très désintéressé pour être gentil. On reçoit toutes sortes de messages contradictoires.
concernant les initiatives féministes, autant la FIAP que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. On voit des coupures vraiment massives, puis une réorientation vers de ces ressources-là vers la défense puis le commerce. Donc, ça porte à penser qu'il y a peut-être une remise en question des engagements canadiens de longue date vis-à-vis ces politiques-là. Donc, je pense qu'il y a il y a des gros défis, des signaux d'alerte en ce moment qu'il faut porter attention. Mais c'est en étant justement ensemble puis en travaillant en réseau, pas en silo justement, mais en faisant des ponts constamment en différentes sphères de la recherche, de la pratique, euh, du plaidoyer, que je pense qu'on peut mieux adresser ces défis-là. Absolument, complètement d'accord avec toi. Et un de ces premiers ponts, on espère, c'est justement cette collaboration plus étroite qu'on est en train de développer et qui nous voit, qui porte fruit même aujourd'hui entre nos deux réseaux de recherche et de la société civile. Merci à vous quatre, mesdames, pour vos propos, vos partages. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous écouter toutes les quatre et de voir aussi l'excellent travail que vous faites, soit au niveau de la pratique, soit au niveau de la recherche, et de pouvoir travailler avec chacune d'entre vous de différentes façons. Maintenant, on tire à notre fin, chers collègues. J'aimerais et j'ai le plaisir d'accueillir pour un mot de clôture la co-directrice du réseau de recherche, Rebecca Thiessen, qui est professeure à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa et qui est co-directrice, comme je l'ai dit, du réseau de recherche Femmes, Paix et Sécurité. Donc, merci beaucoup, Rebecca, pour cette collaboration. Et aussi, à toi la parole pour un mot de clôture. Oui, ce webinaire a été excellent. Merci aux panélistes et pour leurs commentaires très instructifs. Emma, Danielle, Bénédicte, Shane, c'est formidable de découvrir vos excellents travaux de recherche et de vous entendre partager vos connaissances avec nous aujourd'hui. Vous avez apporté des éclairages intéressants sur les politiques féministes, les politiques domestiques et étrangères. Ça, c'était très intéressant. En tant que co-directrice du réseau de recherche Femmes, Paix et Sécurité, je tiens tout d'abord à remercier les panélistes et Katrina et votre réseau WPSNC pour votre excellent travail et la collaboration avec nous. À la prochaine et continuons cette conversation importante. Merci. Katrina, avez-vous autre chose à ajouter? Juste un grand remerciement également de notre part du réseau de la société civile. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à chacune, on n'était que des femmes ici, mais merci à vous toutes d'avoir été des nôtres. Merci aussi à notre public, notre cher public, d'avoir été avec nous. Et n'hésitez pas aussi d'explorer nos sites web où nous partagerons le lien vers ce webinaire et celui en anglais qui s'est déroulé hier. Merci énormément à tout le monde. Merci aussi à Monique à la technique, qui est notre coordonnatrice de notre réseau de la société civile. Et à la prochaine.